Bonjour tout le monde. Je suis ravi, en tant que directeur de l'ISM, d'introduire, je vais me limiter à ça, cette session intitulée Récits de ville. Je rappelle très brièvement que l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman, qui est un institut qui dépend de l'École des hautes études en sciences sociales, n'est pas un centre de recherche. Il a vocation à servir d'articulation entre le monde de la recherche et la société civile d'un côté, et de l'autre à favoriser dans le domaine des recherches la complémentarité ou le comparatisme et l'interdisciplinarité. Et donc je suis historien, mais aucun autre membre de ce panel n'est historien. Ça tombe bien, il y a des géographes, des anthropologues. On est vraiment dans le cœur des vocations de l'islam. Par ailleurs, je suis historien du Moyen-Âge et la ville, pour un médiéviste, c'est une énorme bibliographie avec des ouvrages collectifs sur les métropoles dans la Méditerranée, des ouvrages dirigés par Jean-Claude Garcin, Robert Hilbert, Jean-Charles Jean-Claude de Paul, Jeannette Aboulougod, avec des thématiques et des réflexions en outre sur le lien particulier qu'entretiendrait l'islam avec la société urbaine, ou bien à l'inverse, comme ça a pu être défendu par Joseph Schellhod, le lien entre l'islam et les sociétés de la steppe et du désert. L'approche qui va être proposée dans cette table ronde est totalement différente, puisque ça va être une approche anthropologique ou ethnologique, plutôt géographique aussi, qui va s'appuyer non plus sur des descriptions géographiques, des dictionnaires géographiques, et visant à retrouver la vocation ou la fonctionnalité, caractère fonctionnel des villes du Moyen-Âge, de l'époque moderne ou de l'époque contemporaine, mais plutôt une vision, mais Franck Mermier vous l'expliquera un peu mieux, la manière dont la ville est perçue, dont elle est vécue, soit par ses habitants, soit par les gens qui la visitent. Donc j'en profite pour remercier Franck Mermier au nom de l'ISM, puisque c'est lui qui a vraiment organisé cette table ronde un peu dans l'urgence. Je remercie aussi toutes les intervenantes qui ont accepté aussi un peu dans des délais assez courts d'y participer. Et je vous présente donc très rapidement l'ordre dans lequel les intervenants vont parler. Franck Mermier va vous présenter un petit peu l'esprit de la table ronde. Franck Mermier donc, est directeur de recherche au CNRS, au IAC, l'Institut interdisciplinaire de l'anthropologie du contemporain. J'y suis arrivé, et qui nous parlera d'Aden dans une deuxième partie de sa présentation. Puis, ça sera Delphine Page-Escaraoui, c'est bien ça si je ne me trompe pas dans l'ordre, El-Karaoui, qui est maître de conférence en géographie à l'INALCO et qui nous parlera du Caire, à partir de films, je pense. Ah, c'est d'un livre. Un roman, bon, de science-fiction. Ensuite, Sarah Skata, qui est doctorante à l'EHESS, évoquera la ville de Beyrouth à travers le récit historique d'un Druze, c'est ça, de Beyrouth. Et enfin, Véronique Bontemps, chargée de recherche au CNRS, appartenant au IAC aussi, donc l'Institut interdisciplinaire de l'anthropologie du contemporain, spécialiste de la Palestine, évoquera Naplouse et les savonneries, ou le savon de Naplouse. C'est ça. Donc je laisse sans plus tarder la parole à Franck, et je vais m'occuper des photos de son exposé. Je vous remercie. Bonjour à tous et merci Pascal de cette présentation et de l'organisation faite par l'ISM. Donc on est très heureux de participer au nom de l'ISM à cette rencontre à l'Institut Monde Arabe. Alors je voudrais juste dire quelques propos introductifs par rapport à Récits de ville, cette question des récits de ville, parce que en fait ça concerne évidemment l'urbanité. Et on peut envisager l'urbanité de plusieurs manières. On peut l'envisager selon certains philosophes de la ville ou des sociologues à travers une urbanité générique, c'est-à-dire que l'urbain est vu
selon des flux de mobilité, selon la densité des populations. C'est un peu un urbain sans qualité, un piéton indifférencié, un usager des espaces publics, des espaces commerciaux. C'est un peu l'homo urbanus dont parle Thierry Pacaud dans un de ses livres. Et donc, on parle beaucoup aussi de performance du citadin à ce niveau-là, d'une façon assez générique, sans véritablement différencier les villes. Et puis, il y a une autre aussi façon de considérer l'urbanité. Et là, souvent, dans le monde arabe, on utilise d'ailleurs souvent le terme de citadinité pour désigner finalement un sentiment d'appartenance à la ville. Donc finalement aussi une catégorie statutaire quelque part, un sentiment d'appartenance, un sentiment identitaire, alors que l'urbanité serait plutôt réservée à l'expérience partagée de la ville de tous les habitants. Mais souvent dans les villes du monde arabe, certains sont plus citadins que d'autres, comme certains sont plus urbains que d'autres. Alors donc nous on se placerait plutôt dans cette vision d'urbanité singulière, de citadinité singulière, et qui relève aussi finalement d'un rapport dialectique, on pourrait dire, entre le visible et l'intime. Qu'est-ce qui différencierait finalement les villes? Aussi, c'est ce rapport entre ce qui peut être montré et ce qui doit être caché, d'une certaine façon. Et ce pourrait être cela aussi qui pourrait être au fondement de la citadinité, pour en déterminer à la fois les spécificités culturelles, chaque ville est différente d'une autre, mais aussi la dimension universelle de l'urbanité. Alors, j'aime bien aussi utiliser cette citation d'Henri Lefebvre, qui a essayé de faire un essai de rythme-analyse des villes méditerranéennes avec Catherine Régulier, et qui écrit « L'idée et la réalité de la séparation public-privé ne sont pas identiques partout. Plus concrètement, ce ne sont pas les mêmes choses que l'on cache, que l'on montre, que l'on va voir au dehors. » C'est pour ça que parler de villes arabes, c'est possible, mais parler d'une ville arabe, c'est évidemment totalement impossible, puisqu'entre Riyad ou Jeddah et Beyrouth, on voit bien que ce que l'on cache, que l'on montre, et ce qu'on rend visible, ce n'est pas la même chose. Alors, évidemment, l'anthropologie en général, parce que là, je parlais un peu pour ma paroisse, mais on a heureusement un géographe et un historien avec nous, a surtout utilisé les sources orales comme source principale des recherches. Et lorsque cela concerne les villes, il faut évidemment utiliser des récits de tout ordre. Aussi bien les récits oraux, bien sûr, mais aussi les ouvrages et documents historiques qui portent sur la ville, les mémoires biographiques, les articles de presse et les romans. Et dans cette table ronde, nous allons convoquer justement plusieurs types de corpus. Les récits oraux avec Véronique Bontemps, avec l'exemple de Naplouse, un ouvrage historique dans le cadre de Beyrouth et des Druzes de Beyrouth, et un roman d'anticipation sur le Caire, dont va nous parler Delphine Pages-El-Karoui, et puis pour ma part, des récits de voyage et des romans récents yéménites sur Aden. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est que finalement, ce qui constitue aussi la ville, et ce qui constitue l'urbanité singulière de chaque ville, c'est cette polyphonie discursive qui se configure de façon différente selon les villes. Et cette polyphonie discursive reflète aussi sa texture sociale, culturelle et politique, ainsi que ses imaginaires. Et la ville visible, donc celle que l'on voit, ne doit pas être dissociée des imaginaires et des régimes de sens conférés aux pratiques, et dont l'observation ne peut être détachée aussi du contexte et de la sédimentation historique qui configure aussi ces imaginaires. Alors, les habitants produisent la ville aussi par leur discours. Non pas seulement par leur pratique, mais aussi par leur discours. Et on a pu définir l'urbanité comme les procédures mises en œuvre par les acteurs sociaux pour construire l'intelligibilité et la spécificité de la ville. Et je tire cela d'un ouvrage très intéressant de Lorenza Mondada qui s'intitule « Décrire la ville », justement. Dans son très beau livre, tout à l'heure Pascal Berézy a cité le nom de Jean-Charles de Paul, dans son très beau livre « À travers le mur », justement Jean-Charles de Paul a utilisé plusieurs extraits de romans de la littérature arabe contemporaine, non pas pour illustrer son propos, mais pour enrichir sur l'analyse des significations liées au passage des seuils
au franchissement des limites, non seulement dans les habitations, mais aussi dans les quartiers. Les manières de négocier les seuils et les passages dans plusieurs villes de l'Orient arabe, et il a pris pour exemple le Caire, Damas, Alep et Sanaa. Et une des propositions avancées par De Paul et auxquelles je souscris est que l'espace urbain se constitue aussi à travers le langage. Et langage et espace, réciproquement, se structurent. Un lieu existe, notamment d'être désigné, nommé, qualifié. Donc le langage aussi qualifie finalement les lieux et contribue à configurer la ville. Il y a aussi un autre aspect important qui est à mentionner par rapport au roman, et là je parlerai plus particulièrement du roman, c'est finalement la place du roman et de la ville, la relation entre le roman et la ville. Par exemple, en Égypte, les romans qui commencent à traiter de la ville apparaissent dans les années 40. Disons que le roman égyptien se tournera véritablement vers la ville que à partir des années 40. Pour Beyrouth, il faut attendre, avec l'exception évidemment du livre Les Meules de Beyrouth, mais qui a été publié juste à la veille de la guerre civile de Tawfiq Awad, il faudra attendre quand même la guerre civile libanaise entre 75 et 90 pour que le roman libanais se tourne véritablement vers la ville et que la ville et la guerre finalement soient liées dans le roman. Ce qui coïncide aussi non seulement avec la destruction de la ville, d'une grande partie de la ville, mais aussi avec l'afflux de migrants dans la ville, d'une population qui n'était pas considérée comme urbaine et qui se réfugie dans sa périphérie. Un critique libanais, Georges Dorian, a ainsi pu dire que cette expérience romanesque nouvelle représentait une tentative de se rapprocher de cette ville fuyante et disloquée. Fuyante parce qu'elle avait perdu son centre et disloquée puisque s'étaient constitués aussi des territoires politico-communautaires dans la ville. Donc Beyrouth représente aussi le lieu d'épanouissement de l'individu libéré de ses liens communautaires, même si de nombreux romanciers libanais aussi, en traitant de Beyrouth, finalement aussi prennent en considération les questionnements liés à leur communauté d'origine. Alors maintenant, je passe après cette présentation très succincte parce que le temps est compté, je passe maintenant à Aden, une ville qui résonne dans l'imaginaire lettré occidental, notamment grâce à la présence de Rimbaud dans la ville durant 45 mois entre 1880 et 1991. Tout récemment, il y a eu toute une polémique ou un débat, en tout cas, autour de la dernière photo de Rimbaud dans la ville. Mais aussi, l'imaginaire lettré occidental est aussi occupé par une autre relation d'un romancier à la ville, c'est Paul Nizan avec son Aden Arabi, qui a été publié en 1931. Et ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que je me suis intéressé à cette question, moi qui ne suis pas du tout spécialiste du roman, c'est que Aden s'est retrouvé tout récemment réapproprié par une nouvelle génération de romanciers yéménites qui en font le cadre de leur fiction. Alors je peux peut-être me tourner vers Pascal, peut-être pour les premières photos. C'est déjà fait, d'accord. Voilà, donc il y avait déjà. Donc je vous ai montré quelques photos d'Aden, donc peut-être encore une ou deux. Alors, Aden, c'est en 1839 l'installation du colonisateur britannique en 1839 avec sa volonté d'installer un dépôt de charbon et un poste militaire sur la route maritime de l'Inde. Et Aden va se développer surtout après 1869 et l'ouverture du canal de Suez. En 1958, et c'est difficile aujourd'hui à imaginer, mais en fait Aden c'était le Dubaï de l'époque. C'était le deuxième port du monde après New York, en termes de fréquentation bien entendu. Donc ce qui est intéressant à mentionner, c'est que c'est sur les rivages de l'océan Indien, puisque Aden se trouve sur l'océan Indien, va naître une nouvelle société urbaine qui va accueillir des populations venant du Yémen, du reste du Yémen. On n'appelle pas encore cette partie sud du Yémen, ne s'appelle pas Yémen, de la Corne de l'Afrique, de l'Inde. Et finalement, Aden va constituer une cité cosmopolite, un pont entre l'Arabie, l'Europe, l'Afrique et l'Asie, et va reproduire dans son espace aussi les hiérarchies sociales et ethniques de l'Empire britannique et du capitalisme marchand. Et donc on trouvera à Aden des mosquées, des églises, des synagogues, des temples parsis, des temples hindous,
et ce qui représentait les principales confessions des habitants. Durant la période coloniale, Aden contrastait fortement avec les autres pays et avec les autres villes de la péninsule arabique. J'ai tout à l'heure mentionné le nom de Dubaï, et c'était véritablement une plateforme de la modernité dans la région, avec des clubs culturels, littéraires, des clubs politiques, les premiers syndicats dans la région. Vous avez une très belle aussi histoire de cette période avec le livre surtout les années 50-60, avec le développement du mouvement nationaliste arabe dans la région sud du Yémen, avec le livre de Fred Hallyday, Arabia Without Sultans, hein, qui raconte cette période. Et on avait une presse arabe indépendante, tandis que l'influence de la culture anglo-saxonne avait marqué fortement aussi les élites de la ville. Mais pour les Européens, Aden n'était qu'un lieu finalement de résidence temporaire, donc qu'il fallait quitter au plus vite, hein. D'une certaine façon, un peu comme ceux qui vont dans le Golfe pour se faire un peu d'argent et puis repartir assez rapidement. Par exemple, Arthur Rimbaud a des mots très très durs sur Ardennes. Il réunit dans son mépris tous les habitants de la ville, je cite, « On n'a aucune société que les bédouins du lieu et on devient donc un imbécile total en peu d'années. On ne reçoit aucun journal, il n'y a point de bibliothèque. En fait d'Européens, il y a quelques employés de commerce, idiots, qui mangent leurs appointements sur le billard et quittent ensuite l'endroit en le maudissant. Il conclut « Je suis heureux de quitter cet affreux trou d'Aden où j'ai tant peiné ». La population d'Aden, c'était pas totalement indifférenciée aussi du point de vue européen. Donc l'ordre colonial britannique avait donné naissance à cette fameuse hiérarchie dont je parlais tout à l'heure, et qui plaçait les Européens au sommet de l'échelle hiérarchique, suivis par les Indiens, les Juifs, les Arabes et les Somalis. Alors que pour les Arabes, évidemment, l'ordre hiérarchique était un petit peu inversé. Il plaçait évidemment les Européens en premier, mais ensuite, on trouvait les Indiens musulmans, bien sûr les Arabes d'abord, les Indiens musulmans, et ensuite les Juifs, les Hindous et les Somalis. Donc c'est intéressant, cette combinaison de deux échelles hiérarchiques dans la ville. Mais là où finalement intervient la littérature, c'est par rapport à un trope qui se crée autour d'Aden, c'est le trope du cosmopolitisme. Un cosmopolitisme colonial, bien sûr, qui n'a rien à voir avec le cosmopolitisme que l'on peut voir en Méditerranée. Et toutes les descriptions d'Aden, finalement, insistent sur cette question du cosmopolitisme. Alors, on a bien sûr le livre Bar Adjam d'Alfred Bardet. Alfred Bardet, qui a été le patron de Rimbaud à Aden dans les années 80, et qui décrit les souks de la ville en notant la présence d'hindous, d'arabes, de somalis, de nègres, d'Afrique, c'est beau, hein, des crieurs qui vendent aux enchères des cotonnades écrues au bigarré. Ils s'égosillent à donner leur prix dans toutes les langues ou dialectes de leurs auditeurs. Donc c'est véritablement cette diversité, ce pluralisme qui est sur lequel on insiste. Et il dit aussi, ce commerce est entre les mains de marchands de toutes sortes, israélites, parses, adorateurs de feu, bagnans, entre parenthèses hindous végétariens, bouris, entre parenthèses hindous musulmans, et arabes de Yémen. Parce qu'en fait, les Adénites ne se considèrent pas comme yéménites. Ils se considèrent comme adénites, en tout cas pour ceux qui sont nés dans la ville. Alors ensuite, j'irai très vite là-dessus, parce que le temps malheureusement est compté, on trouvera aussi des descriptions de Gobineau, vous savez, qui est charmé par la beauté des Somalis, qu'il trouve cependant inférieure à celle des Nubiens. Lui, il est obsédé par les races et la hiérarchie des races. Et ce sont les hindous et les parsis qui le retiennent longuement. Et il perçoit d'ailleurs Aden comme la porte de l'Inde plutôt que la porte de l'Arabie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, l'influence de la culture indienne était très forte à Aden et avait même pénétré le dialecte adénite. Alors, on a aussi Paul Morand, aussi, qui, dans son livre La route des Indes, va aussi donner une petite description d'Aden, toujours avec cette question des races, des Somalis, des Bédouins, frisés au délicat profil sémite, etc. Il y a tout ce trope du cosmopolitisme qui revient. Et puis, on a Paul Nizan, qui a été rendu fameux par la préface de Sartre à son livre Aden Arabi, qui arrive à Aden en 1927. Et il évoque lui aussi les mêmes communautés que l'on a vues réunies par le négoce. Mais lui, il a des comptes à régler avec sa patrie d'origine, avec la France, avec le capitalisme.
et avec la bourse. Et il n'avait donc pas de temps à perdre avec les indigènes. Il écrit notamment « Il y avait les hindous, les arabes, les noirs impénétrables. Je n'avais pas 10 ans à perdre pour fixer ma vie parmi eux et d'abord les connaître. Tout compter, tout peser, je vis parmi les Européens. Ce sont les maîtres des hommes qu'il faut combattre et mettre à bas. Les belles connaissances viendront après cette guerre. » Alors je passe sur de nombreux auteurs, mais simplement pour dire qu'un des derniers qui, en tout cas, alors il y a Philippe Soupeau aussi dans les années 50 qui décrit Aden, et aussi cette foule multicolore, hein, mais un des derniers c'est Le Clésio, qui dans son livre La Quarantaine met en scène la rencontre de deux de ses personnages romanesques avec Rimbaud, alité dans un hôpital d'Aden avant son transport à Marseille. Et il fait dire à son narrateur qui a toujours rêvé d'avoir été conçu sur un bateau en rade d'une ville du bout du monde à Aden. En fait, Aden, c'est un peu le bout du monde, la porte de l'enfer pour certains. Et en fait, Aden est conçu aussi comme un seuil, et pour Le Clésio, comme le passage d'une épreuve incompréhensible. Et puis, j'avais aussi trouvé l'ouvrage d'une Espagnole, Clara Janes, qui a été traduit en français, qui s'appelle L'homme d'Aden, justement, qui a été publié en espagnol en 1991 et traduit en 2009. Alors, dans la littérature de langue arabe, ce qui est intéressant, et je me suis un peu renseigné, je suis un peu au début de cette recherche sur Aden dans la fiction romanesque, il semble que le premier ouvrage qui a été écrit sur Aden, enfin disons qui traite d'Aden au moins comme décor, on le doit à l'écrivain irakien Saadi Youssef. Alors là, je ne sais pas si on peut revenir un peu en arrière. Non, en avant alors. Voilà, stop. Ouais. Saadi Youssef qui participa en 82 à la fondation de la maison d'édition Dar el Hamdani à Aden et qui avait exprimé le désir de voir ériger une statue de Rimbaud à Aden où les poètes auraient accompli un pèlerinage annuel portant au pied de Rimbaud, je cite, leurs offrandes de vin et de roses. Et en fait, il a réussi à convaincre le gouvernement français, enfin, et d'autres poètes yéménites et français ont réussi à convaincre le gouvernement français et yéménite à ouvrir une maison Rimbaud à Aden. Maison Rimbaud où Rimbaud aurait vécu, ou en tout cas travaillé, ce qui en fait est faux, parce que ce n'est pas la vraie maison, mais ce n'est pas grave. Et en fait, après la fermeture de cette maison dans les années 90, ben voilà, c'est devenu ça, l'hôtel Rimbaud à Aden. Donc c'était la maison qui servait de centre culturel français à Aden et aussi de consulat. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans son livre Muthallas ad-Daïra, paru en 1994, Saadi Youssef évoque les massacres fratricides de 1986 à Aden, dans la République populaire et démocratique du Yémen. Hein, c'était la seule république marxiste du monde arabe. Et combat fratricide entre différentes factions du Parti socialiste yéménite, qui a fait presque 10 000 morts à Aden, et qui a été véritablement un seuil très important, un événement très important dans la ville. Saadi Youssef était une figure de cette diaspora communiste arabe qui avait élu Aden comme capitale, comme refuge, jusqu'à l'unité du Yémen en 1990. Alors l'autre ouvrage, le premier ouvrage, je crois, en arabe, mais écrit par un romancier yéménite sur Aden, il a été écrit en français par Habib Abdurrab, qui est un yéménite d'Aden qui vit à Rouen, qui est professeur d'informatique à Rouen, et qui a écrit en 1998, qui a publié en 1998 chez l'Harmattan, un livre qui s'intitule La Reine étripée, qui fut rédigé en français, donc, où il évoque le quartier de Cheikh Osman à Aden, et où aussi l'auteur évoque aussi la guerre de 1986. Il n'a pas eu le temps d'évoquer la guerre de 1994 qui voit la chute d'Aden et finalement la véritable unification du pays se faire de façon violente en 1994. Puisqu'il a terminé la rédaction de son ouvrage en mars 1994. 10 ans plus tard, Habib Abdurrab publiera une trilogie en arabe, Damlan, où il évoque aussi le quartier de Cheikh Osman encore. Et puis, tout récemment, un livre qui va bientôt être publié en français chez Actes Sud, qui s'appelle La fille de Souslov, Ibnat Souslov, qui a été publié en 2014 et qui relate
et ça c'est très intéressant, Souslov c'était un idéologue soviétique marxiste, hein, et en fait à Aden on appelait les gens Souslov, on appelait de ce nom Souslov ceux qui étaient véritablement des idéologues yéménites, hein, du Parti socialiste yéménite. Et donc il évoque cette fille d'un cadre dirigeant du Parti socialiste yéménite à Aden, il relate son destin. Et cette fille de Souslov, dont le nom était Faten à Aden, le narrateur la retrouve à Sanaa en 96 sous le nom de Ummat ar-Rahman. Et elle est devenue, cette fille d'un idéologue soviétique, plutôt socialiste, marxiste, est devenue en fait une dirigeante salafiste, mariée à un cheikh de la même obédience. Et le narrateur entretient une relation amoureuse avec cette Ummat ar-Rahman, dont il croit qu'elle est en fait de Sanaa, du nord. Et il découvre par en fait un glissement de son accent qu'elle est en fait d'Aden et que c'était Faten, cette fille de Souslov qu'il avait rencontrée à Aden. Et ce qui est intéressant, c'est que le roman se déroule en grande partie à Sanaa, avec quelques incursions à Aden, notamment durant la révolution de 2011. Mais à l'arrière-plan apparaît une Aden disparue, recouverte par de nouvelles identités, notamment religieuses. Et dans les propos de plusieurs personnages, Aden, la civilisée, est opposée à Sanaa, la tribalisée, celle qui est sous l'emprise de l'hypocrisie religieuse. Alors je terminerai sur deux autres romans publiés sur Aden tout récemment, par deux grands romanciers yéménites. L'un en 2014 par Ali al-Moukri, qui s'intitule Bukhur Aden, l'encens d'Aden. Alors vous connaissez peut-être Ali al-Moukri parce qu'il a publié deux livres en français, Le Beau Juif et Femme interdite, qui vient d'être publié en français. Et l'auteur né à Taïz évoque dans son roman l'encens d'Aden. L'encens d'Aden, ce qui signifie en fait, par lequel il désigne la pluralité culturelle, religieuse et ethnique de la ville, à travers des personnages provenant de France, de Somalie et d'Inde, depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à l'indépendance. Et ce qui est intéressant dans ce roman aussi, c'est que Aden est vu à travers le regard d'un Français débarqué dans la ville pour fuir la Seconde Guerre mondiale, et qui porte parfois le nom de François, parfois celui de Michel. On sait juste son nom de famille, Iché. Et cette identité brouillée est aussi celle d'une ville dans laquelle les identités se fondent dans le creuset adéni où brûlent les mélanges d'encens. C'est un petit peu ça, cette métaphore qui est utilisée dans les livres. L'apprentissage de l'arabe et l'initiation du français à la société adénie se termine par le port d'un surnom révélateur pour le français qui est appelé du nom de adénite, l'adéni. Le livre se conclut par une réflexion du narrateur sur Aden, porte et passage d'une mer à l'autre. On peut ici penser de l'océan Indien à la mer Rouge, qui ne peut être fermée et qui s'interroge sur la place de cette ville, sur la patrie, comme mensonge et comme illusion. Et l'autre livre, c'est celui d'Ahmed Zain, qui n'a pas encore été traduit en français, cet auteur, qui est originaire de Hodeïda, alors que Ali al-Moukri est originaire de Taïz. Le titre de son livre est un titre anglais, en fait, c'est Steamer Point. Et Steamer Point, c'est en fait le quartier de Tawaï. C'était le lieu où accostaient les vapeurs, hein, d'où le nom anglais à l'époque coloniale. Là encore, comme dans le livre de Ali Moukri, c'est ça qui est intéressant, un des personnages principaux du livre est un Français. Et pas n'importe quel Français, même si son nom n'est pas indiqué, en fait, il a toutes les apparences de Antonin Besse. Alors peut-être certains d'entre vous sont familiers de ce nom. Antonin Besse c'est une famille qui a habité Aden au XXe siècle, hein, et il y a eu deux Antonin Besse, en fait, le père et le fils. Et la famille Besse et la famille Riès, une autre famille de Français, auraient eu, on dit, 70% du commerce à Aden à une époque, hein, à l'époque coloniale britannique. Et Paul Nizan a travaillé comme précepteur chez Antonin Besse lorsqu'il est arrivé à Aden, et il fut même tenté d'accepter sa proposition d'entrer dans ses affaires. Heureusement pour la littérature, il a préféré revenir en France. Et ce qui est intéressant dans ce livre, Steamer Point, c'est qu'il y a un jeu de miroir véritable entre un vieillard, donc Antonin Besse, semble-t-il, en tout cas celui qui fait figure d'Antonin Besse dans le livre, avec celle d'un jeune yéménite, Qassem, son séviteur, alors qu'ils sont plongés dans leur réflexion le 28 novembre 1967, soit 2 jours avant l'indépendance du Yémen du Sud. Les deux, le jeune et le pauvre, l'étranger et le yéménite, sont venus d'ailleurs, parce que Qassem vient de l'extérieur de la ville, pour habiter à Aden, et ils partagent le même amour pour cette ville.
Comme dans le roman de Ali Moukri, on trouve aussi un autre étranger, en la personne d'Iris, une Anglaise, qui est venue étudier les effets du lieu sur le personnel militaire et civil britannique, et qui finit, elle aussi, par apprendre l'arabe et à aimer la société adénite. Et donc, dans les deux romans, on retrouve les évocations de la visite de la reine Elisabeth II à Aden en 1954 et la figure du français, comme si le français, finalement, accentuait aussi le trope du cosmopolitisme. Là, je voudrais juste qu'on passe à une autre photo, juste après. Juste après, encore. Voilà. Alors ici, c'est une photo de journaliste du journal Al-Ayyam qui a été, là c'était en 2008, quand j'étais à Aden en 2008, et qui a été interdit par les autorités, et donc ils sont dans un rassemblement de protestation. Et comme souvent au Yémen, vous remarquerez qu'ils sont en train de mâcher du khat pour protester avec plus d'inspiration. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans cette séance de khat, justement, alors que j'allais partir pour rentrer en France, un des mots qui m'a été dit d'adieu, c'est de dire, quand tu arriveras à Paris, tu donneras bonjour à Monsieur Bess. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sa figure de Bess est encore présente, même dans les souvenirs des habitants de la ville. Alors, la concomitance, pour terminer, la concomitance de ces trois romans est troublante. On pourrait d'ailleurs y adjoindre d'autres romans que je n'ai pas le temps d'évoquer ici. Mais ces deux derniers romans, ceux de Moukri et de Zeyn, mêlent leur texture romanesque à un lieu bien précis, Aden, un petit peu comme dans les romans de la guerre civile sur Beyrouth, qui est restitué par de multiples récits. Et ces deux romans expriment une certaine nostalgie pour le cosmopolitisme d'antan, qu'il faut bien qualifier de colonial, surtout pour ces romans évoqués. Et ils reconstruisent par le biais de la fiction un autre récit historique où colonisateurs et colonisés s'opposent moins qu'ils ne s'interprénètent, notamment par le jeu du miroir, tandis que les luttes fratricides des différents mouvements nationalistes qui se disputent le pouvoir s'achèvent par la suppression de cette polyphonie identitaire que ces romans tentent de retrouver. Et il est évident que le passage de la révolution de 2011 au Yémen aussi a permis aussi de se réapproprier l'histoire à travers notamment le roman. Je vous remercie. Bon, merci. Merci Franck pour cette évocation qui est évocatoire. On pense à Laurence Durel et le Quatuor d'Alexandrie dans la description d'Aden que tu fais. Je passe la parole à Delphine Pages-El-Karaoui pour de l'anticipation. Voilà, on fait un petit saut. Attends, non, ça marche? Ouais. Il y a un premier fil. Alors, donc moi, je vais vous présenter. Alors, je suis géographe, et donc, mais une géographe qui s'intéresse à la littérature. Alors, évidemment, pour parler de la ville et du roman égyptien, on aurait pu parler de Naguib Mahfouz, de l'impasse, la ruelle, etc. Et alors, moi, je vous propose un voyage un petit peu différent, un voyage vers le futur, avec un roman qui s'appelle Utopia, de Ahmed Khaled Taoufik, qui a été traduit en français, donc qui est disponible, traduit par Richard Jacquemont, chez l'éditeur Ombre Noire, et qui est un roman tout à fait intéressant pour la géographe que je suis, puisque tout à l'heure Franck parlait de la question de la dislocation urbaine, les géographes parlent de fragmentation urbaine, et là, ce romancier, Taoufik, prend cette thématique-là, la fragmentation urbaine, pour en faire le cœur de son livre. Pourquoi? Parce qu'en fait, Utopia, c'est le nom, donc le nom du roman, vient du nom d'une cité, donc une cité résidentielle fermée, ce qu'on appelle en anglais une gated community, ou ce que les Égyptiens appellent des compounds. Donc ils sont vraiment des cités ceintes par des murs, réservées à une population plutôt aisée, même si le modèle de la cité résidentielle se démocratise un petit peu en Égypte, et qui ont été massivement construites sur les périphériques du Caire, sur les terrains désertiques. Donc ça correspond à une réalité urbaine très forte en Égypte. Et du coup, Khaled Taoufik s'empare de cette réalité urbaine pour en faire donc le cadre spatial d'un roman, mais d'un roman qu'il projette dans le futur, alors un futur relativement proche, 2023. Et ce qu'il faut d'abord vous rappeler, parce que je ne suis pas sûre que vous ayez tous lu le roman, c'est un roman qui est sorti en Égypte en 2008. Donc c'est un roman qui est sorti avant la Révolution,
mais qui a ensuite été lu comme prémonitoire, puisque ce roman, en fait, pour synthétiser, en fait, il décrit une Égypte divisée en deux mondes. Le monde des riches, qui vit justement dans ces gated communities, qui s'est complètement retiré du Caire et qui s'est complètement retranché dans des cités résidentielles sur le littoral méditerranéen, sur la côte méditerranéenne, et le Caire, qui a été abandonné aux pauvres. Donc on est vraiment dans quelque chose de très, on va dire, caricatural, très dichotomique. Mais donc l'auteur pousse cette fragmentation urbaine jusqu'à l'excès pour en faire le moteur de son ouvrage. Et ce qu'il exprime clairement dans un avertissement avant le roman, il dit bien qu'il cherche à alarmer les Égyptiens sur l'état de leur société et sur l'avenir sombre qui les attend. Et donc là, on est en 2008, et le roman se clôt sur une révolte. Et donc évidemment, du coup, cette révolte a été a posteriori interprétée comme annonciatrice du roman révolutionnaire. Donc on a cette idée-là de Utopia comme un roman visionnaire qui aurait vu venir la révolution. Et juste pour vous dire en deux mots comment se déroule l'intrigue. L'intrigue tourne autour de deux jeunes gens qui viennent, donc un jeune garçon et une jeune fille. Le jeune garçon n'est pas nommé, donc on ne connaît pas son prénom, et la jeune fille qui l'accompagne s'appelle Germinal, donc là aussi une réminiscence liée certainement à Zola, avec un référentiel inversé. Et donc, ces deux jeunes décident en fait de sortir, parce que donc là les cités résidentielles sont extrêmement protégés du reste du monde, et donc ils décident de faire une incursion dans le monde des autres. Ceux qui ne sont pas dans les cités résidentielles sont appelés les autres, avec un A majuscule, et pour eux, en fait, c'est une sorte de rite de passage. Pour devenir adulte, chez ces jeunes adolescents qui s'ennuient à mourir dans leur cité résidentielle fermée, pour devenir un homme, pour devenir adulte, il faut faire une incursion dans ces bas-fonds populaires et en ramener, donc tuer un habitant de ces quartiers populaires et ramener comme trophée un de ses membres, un bras, une jambe, etc., pour le montrer à ses amis et montrer qu'on a réussi le rite de passage. Donc ces deux jeunes gens se lancent dans cette aventure. Ils vont être finalement assez vite repérés comme étant les jeunes gens riches, et donc ils vont être assez vite repérés, mais un jeune homme, Gaber, va les aider en fait à retourner chez eux et à s'enfuir. Et la fin se termine où ce jeune homme Gaber qui les aide à rentrer chez eux, en fait, finalement se fait assassiner par l'un des narrateurs principaux, ce jeune homme qu'on ne nomme pas, pour justement ramener son trophée. Donc il tue la personne qui l'a sauvé, il tue la personne qui l'a aidé à rentrer chez lui. C'est un peu noir, ayant auparavant violé sa sœur. Je vous simplifie. Donc on est un peu dans l'excès, dans la caricature, c'est un peu noir. Mais donc moi, juste voilà, en deux mots pour vous raconter l'histoire. Donc, le roman se clôt par une révolte parce que quand entre guillemets les autres, les pauvres, apprennent à la fois le viol de sa fille à la jeune fille et puis le meurtre de Gaber qui les avait aidés à rentrer chez eux, donc là on voit les cités résidentielles qui commencent à être envahies par des gens qui marchent contre ces cités résidentielles. Bon. Alors, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est évidemment le côté, ce cadre urbain très particulier des cités résidentielles, en fait, qui est là comme un facteur explicatif. Et ce que dit clairement la thèse, qui est très claire de Taoufik, c'est de dire, en Égypte, on est en train d'assister à, c'est sa thèse, je ne suis pas forcément d'accord, mais lui, ce qu'il dit, on assiste à la disparition des classes moyennes, et donc une séparation, l'approfondissement des clivages sociaux. Alors, sur ces deux mondes, c'est intéressant du coup la vision qu'il a de cette Égypte qu'il projette en 2023, et il insiste bien sur une séparation totale entre ces deux mondes. Et c'est lié aussi avec une vision géopolitique. Donc je vous la livre un petit peu en détail. Donc les gens qui vivent à Utopia vivent donc dans des cités protégées par des enceintes, des barbelés, et ils sont protégés par des marines américains à la retraite. Donc il y a aussi toute une vision géopolitique où les différences religieuses ont un petit peu disparu dans ces cités résidentielles. La question des nations a un petit peu disparu, les appartenances nationales ont aussi disparu. Par contre, on a des quartiers très marqués avec des divisions, notamment le quartier des jardins, avec les écoles et les mosquées, et le quartier des malls, donc là aussi avec cette surreprésentation des espaces commerciaux, de ces immenses centres commerciaux qui ont aussi fleuri au Caire et dans tout le monde arabe. Donc on a une description assez précise de ces espaces, avec donc des villes qui fonctionnent de façon complètement autonome, avec leurs propres journaux, leurs propres lois, leurs propres tribunaux.
Et finalement, le seul clivage qui reste à l'intérieur de cette cité de ces cités résidentielles, c'est juste un clivage de génération. Parce que là, il y a quand même un clivage fort entre les jeunes générations, donc le héros qui est décrit, et puis les parents. Les parents étant encore un petit peu dans le respect, donc les jeunes complètement nihilistes, n'ayant pas donné de sens à leur vie, alors que les parents étant encore du côté de l'hypocrisie, cherchant à cacher leurs vices, étant tout aussi vicieux que leur jeune génération, mais plus dans l'hypocrisie, et donc cherchant à les cacher derrière au moins la respectabilité de la religion. Alors que ces jeunes ne croient plus à rien, se droguent, etc. Bon, c'est encore une fois assez noir. Alors, donc ça c'est d'un côté. De l'autre côté, c'est tout aussi noir. On est donc dans le domaine de l'altérité absolue, et on a donc une ville qui est réduite à un immense bidonville. Hein. Là, c'est assez clairement décrit. Ce que décrit Taoufik, c'est aussi la disparition totale de l'État. Il n'y a plus d'État, il n'y a plus de services publics. Le métro, l'électricité, les égouts ne fonctionnent plus. Les cinémas ont disparu, donc plus de culture non plus. Et donc, ce qu'il décrit, c'est une population réduite à la plus grande bestialité, se battant les uns contre les autres, et là aussi s'évadant dans l'alcool, la drogue ou la religion. Simplement, évidemment, se demande complètement étanche, sauf que les riches ont quand même besoin des pauvres pour travailler, donc il y a quand même pas mal de pauvres qui vont travailler, qui font des allers-retours assez quotidiens pour rentrer dans Utopia, pour travailler chez eux. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette projection de Taoufik sur l'Égypte, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, la question de la frustration sexuelle est centrale, qu'en théorie, on n'accède pas, il n'y a pas de relation sexuelle en dehors du mariage. Là, en 2023, il y a une banalisation du sexe en dehors du mariage. Donc là, tout est accessible. Et ce qui montre bien aussi, c'est la disparition des visions religieuses chez ces pauvres. Hein, il montre bien que du coup, là, dans un contexte de pauvreté partagée, finalement, ça a réussi à l'avantage, entre guillemets, c'est que ça a réalisé l'égalité entre les confessions. Par contre, ce qu'on voit bien, c'est que la situation des femmes n'est, dans ce cas-là, pas toujours, n'est guère améliorée. Elles restent toujours à la merci des hommes, réduites soit au vol, soit à la prostitution. Donc, vous le voyez, dans ces deux mondes que tout oppose, il y a quand même un point commun, c'est la violence, hein, qui est partagée dans les deux mondes. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que lui, derrière, il a une petite théorie pour expliquer ce basculement de l'Égypte dans cette vision apocalyptique. Et donc, c'est son personnage qui fait presque un petit cours d'économie en début de chapitre, et qui explique comment, dans la première décennie du XXe siècle, la classe moyenne égyptienne a disparu. Hein. Donc, sa grande thèse, c'est la disparition de la classe moyenne. Et donc, selon lui, a disparu en raison du chômage, de la pauvreté, et que finalement, la classe supérieure a tout emporté, ce qui restait de la classe moyenne, et la société s'est divisée en deux. Alors, une vision sociale, une vision géopolitique aussi, puisqu'il dit, finalement, il décrit aussi l'effondrement successif des piliers de la rente égyptienne, de l'économie égyptienne. Le tourisme ne fonctionne plus. Le canal de Suez, qui est évidemment actuellement une source de revenus importante pour l'Égypte, a disparu parce qu'Israël a creusé un autre canal, et donc du coup les revenus du canal de Suez ont été court-circuités. Ce qui décrit, c'est un monde de l'après-pétrole. Il n'y a plus de pétrole dans le Golfe, donc du coup il n'y a plus d'émigrés égyptiens qui vont travailler dans le Golfe. Donc du coup là aussi une source très importante de revenus pour l'Égypte a disparu. Et parce qu'il a inventé l'après-pétrole. Un chimiste aurait inventé une nouvelle source d'énergie qu'il appelle le pyrrole. Et donc, pour s'approvisionner en pyrrole, là aussi c'est assez fort comme image, les élites égyptiennes ont vendu leur passé pharaonique, leurs monuments, qui ont été rachetés par les Américains pour acheter cette source d'énergie. Bon. Donc c'est assez amusant dans ce qui décrit en termes de nouvelles géopolitiques. Et évidemment, j'ai aussi le dire, il raconte bien aussi comment toute mémoire nationale s'est effacée. Et quand il parle de 2023, en fait c'est 50 ans après 73. Hein, donc la question d'Israël est aussi très présente. Et dans les gated communities, j'ai dit qu'il n'y avait plus de religion. En fait, c'est toutes les religions, et donc il y a aussi bien des juifs, etc. Donc il y a eu cette disparition du problème israélien. Donc, on a cette idée donc d'une dissolution de l'identité nationale, mais malgré tout, ce qui est intéressant, c'est qu'il montre comment ce narrateur, ce jeune garçon d'Utopia, en fait, a développé un sens aigu de l'appartenance à Utopia. Donc il ne se sent plus vraiment égyptien, il ne s'identifie plus à l'histoire égyptienne, mais il a développé un sens de l'appartenance à sa ville comme un animal à son territoire.
Donc je cite là une phrase, « J'ai beau n'appartenir à personne et à nulle part, n'avoir aucun principe, c'est quand même ma patrie. » Mais sa patrie dont il parle, c'est l'Utopia, sa cité résidentielle fermée. Et lorsqu'à la fin la révolte gronde, et lorsqu'à la fin les pauvres se révoltent contre les riches, et que les marines américains annoncent l'évacuation de la cité résidentielle fermée, l'évacuation d'Utopia, donc ce personnage dit « Partir, émigrer, jamais de la vie, c'est mon territoire, mon univers, je suis né ici. Mon père a peut-être volé ses droits, mais ils sont miens en vertu de ma naissance, et je n'y renoncerai pas pour des gabers, des mendiants, des filles de rue. » Alors, je vais peut-être juste vous expliquer un petit peu la structure aussi du roman, en fait, qui oscille entre deux points de vue. Hein. C'est classique, il y a un changement de focalisation de narrateur. On a successivement le point de vue donc, de ce jeune garçon dont on ne connaît pas le prénom, et puis le point de vue de Gaber, hein, qui est ce jeune homme des quartiers pauvres, en fait, qui est tout à fait lucide. Il sait très bien qu'il va se faire assassiner à la fin, mais en fait, ce sentiment, mais il tient à les sauver parce que c'est la dernière chose qui le rattache à l'humanité. Hein. Donc il y a quand même le seul personnage, on va dire, positif dans ce livre, c'est ce personnage de Gaber qui du coup, accepte ce sacrifice parce que le refus de la violence est la seule chose qui le rattache à l'humanité. Alors qu'évidemment, ça ne dérange absolument pas le jeune homme qui va le tuer, de tuer son sauveur. Il dit « Je suis désormais un homme, je suis allé là-bas et j'en ai ramené un bras. » Hein, et c'est aussi cynique que ça. Alors, j'aimerais juste revenir pour terminer sur cette idée de roman visionnaire, sur qu'est-ce qu'on peut en dire avec le recul et avec ce qui s'est passé depuis 2011. Ce qui est très intéressant, c'est que l'image de la Révolution, elle est extrêmement présente dans le livre, soit par des références à la Révolution française. On a même l'image récurrente de la prise de la Bastille, donc il y a vraiment l'image de la Bastille. Il y a aussi l'image de la Révolution iranienne de 1979. Mais quand ces images apparaissent, elles sont souvent tournées en dérision ou elles apparaissent comme très lointaines. Hein. Donc elles sont présentes, mais il y a quand même un certain recul de l'auteur. Et lorsqu'un jeune homme d'Utopia demande à Gaber pourquoi est-ce qu'il ne se révolte pas, parce qu'il est quand même conscient évidemment de cette injustice énorme, il lui répond que, alors c'est là un des paradoxes, j'ai dit qu'il n'y avait plus d'État, mais par contre il y a un appareil sécuritaire extrêmement fort, et donc du coup la crainte de la répression, évidemment, ce qui dissuade les gens des quartiers pauvres de se révolter. Alors, la critique je pense que vous l'avez compris, la critique de Taoufik, c'est surtout une critique sociale, hein, et donc c'est une critique des élites occidentalisées égyptiennes, qui sont accusées par égoïsme d'avoir vendu leur pays et d'avoir laissé s'appauvrir la population. Et donc, quand l'auteur envisage la révolution, il envisage dans une optique sociale. Il dit « Les révolutions commencent toujours par égorger les riches. Si on fait un jour la révolution, on commencera par manger leurs gros chiens gâtés. » Et donc là, c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a des divergences entre ce qui s'est passé en Égypte et ce que lui avait imaginé, puisque si effectivement la question de la pauvreté, du chômage, des inégalités sociales ont été centrales dans le déclenchement de la révolution égyptienne, pour autant, ça n'a pas été une révolution, on va dire, sociale. Et puis d'autre part, ce qu'on pourrait lui répondre, c'est que la classe moyenne égyptienne n'a pas disparu, hein, et que c'est peut-être justement cette classe moyenne qui a joué un rôle extrêmement fort dans le déclenchement de la protestation. Alors, ce qui m'intéresse, parce que moi je travaille sur les dimensions spatiales des révolutions égyptiennes, il me semble que là, avec Utopia, on a un modèle spatial, j'en ai pour une minute, oh, je finis. En fait, donc tout ce que je vous raconte là, c'est écrit noir sur blanc sur Internet, c'est accessible en ligne directement sur Internet, et je l'avais appelé en fait Utopia, le pire des mondes possibles, et en fait c'est l'anti-Tahrir, l'anti-place Tahrir, parce que ce modèle spatial qu'on nous propose avec Utopia, c'est évidemment le modèle contraire à celui de la place Tahrir, puisque la place Tahrir, elle a éclipsé ce modèle, ce contre-modèle d'Utopia, en s'emparant d'un espace public symbolique et central, loin des villes nouvelles, des cités résidentielles fermées. Les Égyptiens ont réussi à défier l'autoritarisme et à célébrer l'unité de la nation égyptienne. Et donc ce tout petit territoire de Tahrir, qui a été organisé comme une petite ville pendant ces fameux 18 jours avant la destitution de Moubarak, a pu exister comme un laboratoire d'une nouvelle société qui, justement, pendant 18 jours, a réussi à se rêver, à se vivre, débarrassé de ces clivages sociaux que dénonce Taoufik. Toutefois, le coup d'État de l'armée en juillet 2013 a reçu le soutien d'une grande partie du peuple et a été suivi par le massacre de nombreux opposants
qui ont dénoncé la destitution du président islamiste élu. Et donc du coup, on est à nouveau re-rentré aujourd'hui, hein, après cette parenthèse de Tahrir, on est re-rentré dans un moment où la société égyptienne est à nouveau extrêmement clivée. Et donc finalement, on est dans la fin de ce moment, la page est tournée après ce moment autour de Tahrir. Et donc finalement, il me semble que cette ombre menaçante de Utopia plane à nouveau sur l'Égypte. Merci. Merci Delphine. Je t'en veux un peu d'avoir spoilé la fin du roman. Je suis un grand fan. Oui, je suis un grand fan de science-fiction, on pourra en parler. Donc, je laisse la parole maintenant à Sarah Skata sur Beyrouth et les Druzes. Merci. Je suis doctorante. Dans mon travail de thèse, je suis allée à la rencontre des personnes ressortissantes de la population druze à Beyrouth. Mon étude est fondée sur une recherche de terrain ethnographique menée entre 2009 et 2013, ainsi que sur la mobilisation des sources, des articles de presse, d'ouvrages historiens, amateurs et fiction littéraire. La population druze du Liban compte entre 150 000 et 250 000 personnes. Elles sont principalement concentrées au sud du mont Liban et dans les Choufs. Le Chouf est notamment le siège du leadership de la communauté et il est considéré du point de vue politique comme le haut lieu du druze au Liban. Il s'agit du pôle politique et symbolique pour la communauté. Ainsi, la population druze à Beyrouth est relativement loin de son centre politique, même si elle vit dans la capitale du pays. Donc, dans ma thèse, je me suis demandé si et comment l'assignation des habitants de la capitale libanaise à un groupe politico-confessionnel donné travaille leur rapport à la ville. Cette exploration de la ville a été consacrée en mesure considérable à des espaces de l'entre-soi, c'est-à-dire des espaces du partage de l'assignation confessionnelle. Dans ces espaces, ni la ville ni la communauté confessionnelle apparaissent comme des totalités que les gens investissent ou désinvestissent en tant que telles. Dans les espaces d'observation auxquels j'ai pu accéder, j'ai surtout rencontré des individus et des collectifs engagés dans des rapports de force à l'issue incertaine et dans des procédures inabouties et parfois fragiles de justification ou de légitimation. Dans ces configurations conjoncturelles, la ville et la communauté apparaissent comme des espaces de référence d'un processus perpétuellement à l'œuvre, de construction d'un ordre social. Un des processus par lesquels la ville et la communauté sont construites en espace de référence, ce sont les récits. Aujourd'hui, je vais proposer à travers un exemple, un récit en particulier, une réflexion portant sur les usages des récits dans l'articulation des échelles multiples touchées par une enquête qui, à partir des espaces des entre-soi et d'intimité collective, vise à dire quelque chose sur la ville dans son ensemble. Donc, l'intrusion ethnographique que j'ai fait, c'est justifié par la volonté de rencontrer des ressortissants d'une population politico-confessionnelle donnée. Suite à cette demande, donc je viens vous voir parce que je souhaite rencontrer des ressortissants de la population druze, les interlocuteurs peuvent entendre cela comme une injonction à mettre un récit et en partie à mettre en scène leur groupe eux-mêmes en tant que personnes singulières assignées à un groupe. Les récits que je peux collecter à travers mon travail de terrain expriment toujours une tension entre la communauté comment elle est, les rapports sociaux communautaires comment ils sont, et la communauté comment elle devrait l'être, théoriquement, comment les rapports politiques devraient l'être. Et j'ai trouvé très intéressant de me poser la question des modèles qui informent cette tension, c'est-à-dire les rapports sociaux ainsi qu'ils devaient l'être à la fois dans la ville et dans la communauté, à quelle fiction politique font référence. Donc, il m'a semblé... on peut chercher des éléments de réponse à cette question en essayant de voir quels registres d'autorité sont mobilisés dans les mises en récit. Et j'ai essayé de les faire en essayant partiellement à partir d'un récit particulier de la citadinité urbaine. Il s'agit d'un récit qui lie l'ancienneté de la présence urbaine de certaines familles druzes à leur assignation confessionnelle et politique. Je vais raconter brièvement comment j'ai découvert les textes
Ensuite, je vais en résumer brièvement le contenu et définir en quoi il s'agit d'une mise en récit d'une autorité politique confisquée. Et dans la dernière partie, je vais montrer comment cette mise en récit historiographique a pu constituer un élément important de mise en perspective de ce que j'ai observé sur mon terrain. Donc, mon exploration à la recherche des traces d'une histoire de la population druze à Beyrouth a commencé par une rencontre en situation d'entretien avec un notable initié à la religion. Et quand j'ai essayé de poser à mon interlocuteur des questions sur l'histoire de son lignage, avec quelques phrases assez générales sur les origines alépines de sa famille et sur l'ancienneté de sa présence en ville, il pense avoir fini de me raconter sa mémoire lignagère et il me dit que les histoires des familles des Druzes de Beyrouth se trouvent dans un livre écrit par un historien nommé Selim Al-Heishi. Je fus très étonnée parce que mon interlocuteur était en plus diplômé en histoire. Donc à l'époque, j'ai attribué une importance capitale au fait de collecter des récits de vive voix et j'ai été partiellement déçue par le fait de recevoir une référence bibliographique à la place de la mise en mémoire d'un lignage. Je me suis dit que l'effet de me renvoyer vers les livres dépendait en partie du cadre ponctuel et formel de notre rencontre. Pourquoi raconter l'histoire de sa famille à un parfait inconnu? Et j'ai attribué aussi cela au profil spécifique de mon interlocuteur, susceptible d'attribuer plus de valeur à un récit d'historien qu'à une parole consignée oralement à un étudiant de doctorat inconnu et étrangère qui plus est. Cette grille interprétative n'allait pas durer longtemps. Après quelques mois de fréquentation de mon terrain, j'ai essayé d'interroger à ce sujet deux personnes que j'ai fréquentées très régulièrement. Mon interlocuteur, âgé d'une soixantaine d'années et n'ayant pas d'habitude de lecture, m'a répondu que l'histoire de sa famille était dans les livres de Selim Al-Heishi. Donc, en lisant les livres, je découvre que les mémoires lignagères collectées par l'auteur sont insérées dans l'ouvrage dans un récit d'une autorité politique confisquée. Cette autorité politique serait l'autorité des Druzes Beyrouth, c'est-à-dire des lignages qui sont considérés comme originaires de la ville. Donc cette mise en récit se déploie dans l'ouvrage de Selim Al-Heishi qui s'appelle Druze Beyrouth, dont le sous-titre est Leur histoire et leurs mésaventures, Tarikhuhum wa Masa'ihum, et l'ouvrage a été publié en 1985. Donc, l'auteur du livre est né en 1933 dans la capitale libanaise. Il a un doctorat d'histoire en France, il a travaillé à la DGA et enseigné à l'université libanaise. Il a écrit plusieurs ouvrages sur la communauté ismaélite, la communauté druze. Il a écrit en français et en arabe, et les livres dont il s'agit ici est écrit en arabe. Il s'agit d'un ouvrage qui donne à la lecture une impression de grande hétérogénéité du fait de la mobilisation de sources très différentes. En même temps, l'intention et la volonté affirmée dans une longue préface d'écrire de l'histoire pour dénoncer les méfaits des élites politiques druzes à l'égard des Druzes originaires de Beyrouth constitue un trait d'union des différentes parties. Donc, après avoir fait sa dénonciation sur les tons de l'invective, il fait un plan général où il s'appuie sur une multiplicité de sources pour mettre en récit l'apparition de la religion druze en Égypte, les débuts des croisades, l'époque des croisades, le rôle des clans druzes étanourides dans la défense de la côte contre les attaques croisées, la période mamelouk, la période l'arrivée des Ottomans, la période de l'émir Bachir II, jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'est là dans un grand carrelage. Dans cette mise en récit à gros traits, Heishi reprend les mentions qui apparaissent en bonne quantité dans les sources secondaires, des présences de Druzes à Beyrouth ou des mouvements des clans Druzes vers la côte libanaise où Beyrouth se trouve. Dans cette partie du texte, l'expression de Druze Beyrouth apparaît pour la première fois dans la mise en récit de la donation par un notable druze de Beyrouth d'un terrain comme bien de mains mortes, Waqf, destiné à devenir le cimetière de la communauté à l'échelle de la ville, à la moitié du XIXe siècle. Donc il fait un grand résumé historique où il ne parle pas des Druzes Beyrouth, mais nous informe ponctuellement des mouvements des populations vers la côte, et donc des mouvements de certains clans vers la côte. Et puis à un moment, il fait apparaître cette catégorie, ces groupes politiques des Druzes Beyrouth fondés et qui s'est réunis autour de la fondation d'un cimetière. Selon l'auteur, l'institution du Waqf, foulée à l'interdiction
pour les Druzes d'enterrer leurs morts dans les cimetières musulmans de la ville, dans le climat de vengeance communautaire de la période d'Ibrahim Bacha de 1832 à 1839. Dans la dernière partie de cette mise en récit générale, on mentionne la vente ou la cession gratuite des propriétés foncières de la part de certaines familles druzes de Beyrouth aux missionnaires qui ont fondé l'université américaine. Ces transactions sont en partie considérées comme étant causées par un escroc de la part de la fondateur de l'université américaine au détriment des Druzes de Beyrouth. Donc, les récits qu'il fait, c'est un récit où les familles druzes, certains lignages druzes de Beyrouth ont contribué à la construction de la ville, au prestige de la communauté druze dans Beyrouth, et ils ne trouvent pas leur compte au niveau de la reconnaissance politique de la part de leurs élites. Et en plus, ils se font escroquer par les missionnaires qui arrivent à fonder l'université américaine dans les transactions foncières avec lesquelles ils leur cèdent leurs terres. Donc, la partie la plus consistante de l'ouvrage est un recueil qui réunit les histoires des 33 lignages considérés comme druzes de Beyrouth. Ce matériel est fondé sur une enquête d'histoire orale menée par l'auteur, où on voit des mouvements des populations. Donc la base, c'est des ashira, des clans. Donc ça, c'est les origines. Les origines des clans, ils sont tous du Yémen ou de la péninsule arabique. Et ils viennent à s'installer à des moments différents à Beyrouth. Puis il y a une description de l'éparpillement des maisonnées grâce à l'acquisition des terres et un enregistrement de la mémoire lignagère. Et puis, il y a une mise en récit du rôle que chaque famille a joué dans l'administration de la ville et dans l'administration de la communauté, et aussi les rôles religieux, parce qu'ils sont enregistrés pour chaque famille, ceux qui sont initiés à la religion ou qui ont eu un rôle dans les institutions religieuses. Cela est particulièrement significatif parce que parmi les Druzes de Beyrouth, la majorité de la population n'est pas initiée à la religion. Cette opération d'enregistrement pour chaque famille des représentants masculins initiés à la religion aurait été à l'époque très difficile. Cela avait été fait par exemple dans les Choufs parce que où une grande partie de la population est initiée à la religion. Donc l'auteur, il voulait mettre en valeur que les Druzes de Beyrouth ont aussi des représentants religieux parmi eux, ce qui est contesté par d'autres sources. Donc l'introduction de l'ouvrage est d'une dénonciation et Ishi reproche aux élites politiques de la communauté l'exclusion des Druzes de Beyrouth des institutions communautaires, leur exclusion de la distribution des postes dans l'administration publique en faveur des Druzes de la montagne, et la tentative du conseil communautaire, donc un conseil fondé en 1962 et qui devrait gérer toutes les affaires communautaires à l'échelle du pays du Liban. Et donc la tentative de ces conseils communautaires prévaloir sur une association de bienfaisance des Druzes de Beyrouth sur les contrôles de ces biens des mains mortes. Je veux clarifier qu'aujourd'hui, les contrôles du bien des mains mortes du cimetière druze de Beyrouth est aussi un enjeu financier de taille parce que l'exploitation financière du terrain des Waqf pourrait apporter un capital très consistant. Donc j'étais curieuse. Ce qui m'a interrogée dans ces récits, ce sont une multiplicité des registres d'autorité pour justifier l'injustice, pour expliquer l'injustice subie, selon l'auteur, par les Druzes de Beyrouth. On fait référence à des statuts anciennes, à des mémoires lignagères qui aujourd'hui, comme j'ai pu constater sur mon terrain, ne sont plus vraiment mobilisés dans la communication ordinaire, donc des statuts hiérarchiques qui n'ont plus vraiment de véritable écho dans les interactions ordinaires des gens. Puis on fait référence à un manque de représentation parce que dans les institutions communautaires à l'échelle nationale, les Druzes des lignages originaires beyrouthins ne trouvent pas une représentation. Donc on a
là, on peut dire qu'on fait référence à une fiction politique démocratique, entre guillemets, ou qui s'effondrait sur un principe de représentation où tout le monde devrait trouver son compte. Et puis, il y a eu un autre registre d'autorité qui est celui des valeurs, parce que par tous les gestes militaires et la narration des rôles politiques joués par des ressortissants originaires druzes de Beyrouth dans l'établissement de la ville et de son histoire, on voit un classement par l'honneur, c'est-à-dire les druzes de Beyrouth. Dans ces récits, ils apparaissent comme valeureux militairement, capables au niveau administratif et honnêtes, pleins de karama, c'est-à-dire des dignités, des générosités. Et donc, on ne comprendrait pas pourquoi ils sont exclus. Et donc, je vais conclure en disant comment moi j'ai mis en perspective certaines des choses que je peux voir sur mon terrain, aussi grâce à ces récits. Alors donc déjà, quand je suis arrivée sur mon terrain, un peu moins de 30 ans après, les conflits concernant la gestion du WACF entre les conseils communautaires et l'association des bienfaisances de Druzes Beyrouth étaient encore en cours, mais elle avait d'autres manière de se construire, notamment par la mobilisation du tribunal communautaire et donc des moyens juridiques. La lutte s'est jouée plus sur un cadre juridique et sur un cadre de dénonciation par rapport à des dénonciations comme l'historienne a fait pour mobiliser des consciences, pour mobiliser la sensibilité des élites. Et donc, à partir de là, je me suis dit que dans ce conflit toujours en cours autour du WACF, on ne voit pas, ce qui est intéressant à observer, c'est un jeu autour des autorités dont on se réclame. Pourquoi on aurait droit à rentrer dans l'administration des choses communes à l'échelle de la communauté. Et puis, la dernière chose que je vais dire, c'est sur l'usage contemporain de cet ouvrage par mes interlocuteurs. Donc, les gens qui ne sont pas du tout dans les mêmes, qui ne sont pas du tout dans une dénonciation des comportements des élites et qui ne dénoncent pas, absolument pas aucun type d'injustice, ils renvoient quand même au livre de Selim Al-Hishi, qui aujourd'hui est devenu comme un archive des histoires des familles qui ne sont plus vraiment racontées à l'intérieur des espaces d'intimité collective. On ne raconte plus les origines loin de chaque lignage. Et donc, il est devenu un objet dans lequel ces mémoires familiales résident sans vraiment trouver un espace de valorisation au niveau de l'autorité politique. Alors, merci beaucoup. Bon, il faut dire qu'il y a une liste à la fin des différentes familles druzes, si j'ai bien vu dans le livre d'histoire. Donc, il y a une mémorisation écrite de la mémoire orale et peut-être en lien avec la disparition de d'une mémoire orale, mais on y reviendra après. J'avais déjà prévenu Véronique Bontemps qu'elle aurait juste le temps de nous dire le titre de son intervention, parce qu'on a pris un peu de retard. Bon, ouais, je lui laisse la parole. En fait, il faudrait me donner le... Ouais. C'est la télécommande, il faut jongler les pages de... Oui. Ouais, voilà. Donc en fait, j'ai le micro, ouais, peut-être je peux parler sans micro. Est-ce qu'on m'entend si je parle sans micro? C'est mieux. Ah pardon, d'accord, ok. Bon. Mais en fait... Donc, merci beaucoup. Donc, moi, en fait, je vais prendre le terme de récit de ville, donc au sens plutôt d'ensemble de discours et de représentation sur la ville, de texte bien sûr, mais aussi de discours et de représentation sur la ville. Et puis également, dans un deuxième sens, un petit peu au sens méthodologique, si on peut dire, puisque je vais essayer, en fait, là, très rapidement, donc,
de proposer une sorte de lecture de la ville de Naplouse en Cisjordanie, donc dans les territoires palestiniens occupés, à travers en fait ces anciennes savonneries. Et donc je vais m'appuyer sur un travail de thèse que j'ai effectué entre 2004 et 2009, donc une thèse que j'avais appelée justement Naplouse, le savon et la ville. Alors, on peut passer à la suivante, ouais. Donc en fait, la ville de Naplouse se situe donc au cœur de la Cisjordanie, à 60 km au nord de Jérusalem, et elle compte environ 200 000 habitants avec ses 3 camps de réfugiés. Et en fait, à l'époque de mon enquête, c'est-à-dire entre 2004 et 2007-2008, donc pendant la deuxième intifada, elle était victime, disons qu'elle avait une situation assez troublée, puisqu'elle était victime donc à la fois de réoccupations régulières de la part de l'armée israélienne, mais également en fait des conflits internes, puisque elle antagonise assez ancien entre les anciennes familles citadines de la ville, les grandes familles de la bourgeoisie citadine et la population des camps de réfugiés. C'est ajouté en fait des affrontements entre les factions du Hamas et du Fatah en juin 2007, et qui donc se sont suivis par une répression en fait aussi des membres du Hamas dans cette ville comme dans le reste de la Cisjordanie. Donc au regard de cette situation politique relativement troublée, comme je l'ai dit, donc la savonnerie peut apparaître a priori comme une réalité plutôt marginale. Mais en fait, on va dire que justement, c'est ce qui m'avait intéressée au départ, c'était ce décalage au moins apparent par rapport au prisme du conflit israélo-palestinien pour aborder la société citadine de Naplouse. Et donc, il me semblait important justement d'essayer de déplacer le regard par rapport à une vision uniquement déterminée par le prisme politique de ce conflit, une vision des habitants comme de simples victimes donc, de ce conflit, en faisant un peu un pas de côté par rapport à ces visions surdéterminées par le politique. Et en quelque sorte, disons qu'à travers cette enquête sur les savonneries, il s'agissait de faire apparaître, on va dire, un récit de l'intérieur de la ville et un peu alternatif en fait aux visions peut-être plus de l'extérieur et qui se sont concentrées bien souvent sur les aspects politiques du conflit. Et disons que j'espérais aussi donc, que par contre-coup, cela permette aussi d'aborder le politique peut-être autrement, le politique en ville autrement, et disons un autre éclairage sur la manière dont justement ce conflit affecte les tentatives des habitants de cette ville pour mener une vie ordinaire. Alors la question en fait donc qui guide un peu ma présentation, c'est puisque le titre de la séance s'appelle Récit de ville, donc c'est en quelque sorte quel récit de ville cette entrée par les savonneries donne à voir de Naplouse. Et donc je vais faire ça en 2 temps. Donc premièrement, en fait j'avais des petites images de Naplouse, voilà, que je vous montre quand même. Il y a celle-là. Voilà, vous avez des images de la vieille ville de Naplouse, c'est un peu le moment touristique. Et puis voilà, donc les savonneries, le savon de Naplouse. Donc dans un premier temps, je vais expliquer en quoi l'industrie du savon a eu une importance historique pour la ville de Naplouse, mais apparaît actuellement assez largement comme une sorte de vestige du passé. Et dans un deuxième temps, en fait, je vais présenter un petit peu l'enquête que j'ai menée et quelle réalité citadine cette entrée m'a permis d'observer, donc à travers les représentations et discours des habitants sur le savon. Alors, ouais, je voudrais passer à la suivante. Donc la première chose à dire, c'est que l'industrie du savon a occupé une place privilégiée dans l'économie de Naplouse, donc comme du reste dans beaucoup d'autres villes du Moyen-Orient, en particulier la plus célèbre étant bien sûr Alep, en Syrie. Donc cette importance historique, elle a été traitée abondamment par un historien qui s'appelle Bishara Doumani dans un ouvrage qui s'appelle Rediscovering Palestine, et il y retrace en fait comment ce qui était au départ un artisanat familial et confectionné dans les maisons, au village, s'est transformé en fait à partir du XVIIe siècle, mais surtout au cours du XIXe siècle, en une industrie citadine florissante qui a contribué à asseoir la puissance et le prestige des grandes familles de la bourgeoisie de la ville. Et donc, au tournant du siècle, il y avait plus de 30 savonneries en activité à Naplouse, et la ville exportait en Égypte et dans toute la région. Donc le savon de Naplouse en fait était confectionné à partir de l'huile d'olive qui provenait des villages environnants, et puis la ville est également située près de la rive est du Jourdain, donc d'où venait le deuxième ingrédient nécessaire à la fabrication du savon. Donc c'était un produit alcalin qui était fait à partir d'une plante semi-désertique qui était brûlée, ensuite réduite en cendres et qui était ensuite apportée à la ville par les Bédouins de la région de Salt dans l'actuelle Jordanie.
Et donc, à cette époque, pour les familles qui possédaient un peu de capital et un peu de pouvoir politique, il était très, à cette époque, donc je veux dire fin 19e siècle, il était très fructueux d'investir dans l'industrie du savon. Et en témoignent donc aujourd'hui encore les imposantes savonneries qui émaillent le tissu urbain de la vieille ville et qui étaient à l'époque des symboles du prestige et de la richesse des propriétaires. Alors là, j'ai quelques photos de... Donc là, voilà, vous voyez, c'est un schéma de la vieille ville de Naplouse et vous voyez donc tout ce qui est en rouge, c'est les anciennes savonneries, donc qui sont placées un peu partout dans la vieille ville. Et donc dans la suivante, en fait, vous voyez quelques façades des savonneries, donc qui sont des bâtiments assez caractéristiques et bien reconnaissables. Alors, tout au long du XXe siècle, donc je vais vite, on a assisté au déclin un peu de l'industrie du savon, surtout à partir de 1948. Et ensuite, à partir bien sûr, des années 60, ensuite de la première intifada. Alors, ce qui est important à dire, c'est qu'il y a eu une transformation dans les ingrédients de fabrication du savon. D'une part, bien sûr, le produit alcalin, qu'on appelait le qili, qui était ce mélange de cendres, a été remplacé par de la soude caustique. Et puis, plus important peut-être, l'huile d'olive, donc avec lequel est confectionné aujourd'hui le savon de Naplouse, ne provient plus des villages environnants, mais est importé d'Italie pour des raisons essentiellement financières. Bon, d'autres raisons, mais pour des raisons de coût. Mais le procédé de fabrication donc, est resté globalement le même dans les grandes savonneries. Et donc, la plupart de ces 30 savonneries à peu près a fermé dans les années 80-90, donc à cause de la première intifada, des bouclages d'Oslo. Et puis, donc seulement quelques grandes savonneries avaient pu maintenir leur production grâce à un marché très fidélisé et à des bonnes relations avec la Jordanie, où ils exportaient en fait 80% de leur production. Ça a encore empiré avec la deuxième intifada et 2002, donc la production a chuté encore de moitié. Et il y a eu une très légère reprise après 2008-2009 avec une certaine amélioration des conditions de circulation en Cisjordanie. Enfin, tout ça pour dire que donc en 2005, quand j'ai commencé mon travail de thèse, il restait donc en fait 3 savonneries en activité à Naplouse qui appartenaient donc toujours à des grandes familles de la ville. Donc ouais, la suivante, donc voilà, c'est la savonnerie Shakara, la savonnerie Toukan et la savonnerie Masri. Et donc, en fait, moi j'étais partie d'une question très simple, en fait, donc qui fait du savon à Naplouse et comment et d'un ancrage très localisé, c'est-à-dire j'avais fait des observations ethnographiques dans les 3 savonneries, mais plus précisément dans une de ces savonneries, qui est la savonnerie Toukan, située sur la place centrale de la ville, donc le Dawar. Donc voilà, que vous voyez en haut. Voilà, donc là vous voyez une photo de la savonnerie, vous voyez le grand bâtiment au centre de la place dans les années 50 à peu près. La photo suivante, merci. Donc là, c'est, vous voyez la place de Naplouse, ça c'est en 2006, je crois. Et si tu fais un autre clic, normalement, il y a une flèche qui apparaît. Voilà. Donc vous voyez la savonnerie, elle est là. Donc elle est maintenant complètement cachée par le mall qui se situe sur la place centrale de la ville, qu'on a commencé. Oui. Encore que c'est un tout petit mall par rapport à ce qui peut exister ailleurs. C'est vraiment un mini mall. Voilà. Donc pourquoi j'avais choisi cette savonnerie ? Tout d'abord, parce qu'elle était sur la place centrale, donc c'était pratique, et puis aussi parce que, en fait, cette savonnerie représentait à la fois un espace de travail et un lieu de sociabilité, de rencontre pour une certaine notabilité locale, puisque son directeur, donc qui est maintenant décédé, Amin Toukan, il avait installé son bureau en bas, au rez-de-chaussée de la savonnerie, et puis tous les matins, il recevait comme ça ses amis, qui étaient des sortes d'habitués de ces séances. Où ils buvaient du café. Et donc, cette séance, en fait, ce salon, en quelque sorte, réactivait, on disait que ça réactivait une ancienne pratique qu'on disait liée à l'espace de la savonnerie et qu'on appelait la diwania. Si j'ai le temps, je reparlerai un peu tout à l'heure de cette diwania. Donc, en 2005, cette savonnerie, comme les autres, se portait plutôt mal. Les matières premières, donc c'était en pleine intifada, donc on connaissait des difficultés d'approvisionnement, etc. Et par ailleurs, le savon de Naplouse dit traditionnel, donc celui qu'on voit, voilà, donc ça c'est la savonnerie Toukan, excusez-moi, celui qu'on voit là d'ailleurs. il était en fait affecté également, donc à la fois par la crise économique, mais aussi par la concurrence de produits meilleur marché et par des nouveaux modes de consommation en fait qui poussaient la clientèle à préférer d'autres types de savons, du genre savon liquide. Qu'on appelle shampoo, ou qui s'appelait shampoo là-bas, shampoing. Voilà. Mais il faut dire aussi que les grandes familles de propriétaires, en fait, elles montraient un certain désintérêt, peut-être un peu de négligence pour cette industrie familiale.
parce que en fait, ça représentait plus qu'une branche assez mineure de leurs affaires. Donc ils la préservaient comme ça pour des raisons symboliques, comme signe d'appartenance ancienne à la ville, mais elle n'était plus qu'une branche très mineure de leurs affaires, comme j'ai dit, donc j'en reparlerai un peu à la fin. Et donc ils n'étaient pas vraiment prêts à investir ni du temps ni de l'argent pour moderniser, disons, le savon de Naplouse, qui garde la forme et l'aspect qu'il avait tout à fait dans les années 20. Donc, vous voyez, si tu passes les photos, là dans la photo suivante, donc on voit un ouvrier dans les années 20 emballer un morceau de savon de Naplouse qui est exactement pareil que le morceau de savon de Naplouse actuel. Mais à mon avis, en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris les choses, cette absence donc, de modernisation, qui était aussi parfois critiquée par certains habitants de Naplouse, doit se comprendre pour des raisons, on va dire, identitaires et qui tiennent à la relation que les Naboulsis entretiennent avec leur ville et leur savon. Donc on peut dire que cette relation, pour le dire très vite, est ambivalente. Donc une partie de la population n'utilise plus vraiment le savon de Naplouse. Et pour ceux qui l'utilisent, en fait, s'ils l'utilisent, c'est parce qu'il n'est pas seulement une marchandise, un objet susceptible d'être transformé en quelque chose d'autre, mais sinon, eh bien, ce ne serait plus du savon de Naplouse précisément, parce qu'il renvoie, en fait, c'est un objet qui, à travers son usage, renvoie à un faisceau de représentation. Dans ces représentations, donc, il y a bien sûr la pureté de l'huile d'olive qui lui donne sa qualité à ce savon, alors même qu'il n'est plus fabriqué avec de l'huile d'olive locale. Donc, petit paradoxe. Ça renvoie à sa fabrication, bien sûr, au cœur de la vieille ville et enfin à une forme et une texture particulière du savon qu'il faut, dit-on, bien être naboulsi pour apprécier. Donc, par exemple, le fait que ce savon, en fait, il mousse très peu, il mousse pas facilement, donc c'est un peu déconcertant au premier abord. Et les naboulsis disent non, justement, en fait, il mousse que quand la peau est parfaitement propre, alors que les autres savons, on met des parfums. Et quand on s'est lavé avec du savon de Naplouse, ben, on sent très bon et on n'a pas besoin de se parfumer. Donc, il y a une autre dimension, cette dimension affective, voilà, dans l'usage du savon, renvoie aussi à une certaine mémoire de la ville qui est volontiers idéalisée. Donc, par exemple, le fonctionnement des savonneries de la vieille ville est prétexte à évoquer une certaine harmonie des relations sociales qui auraient régné dans cet endroit, notamment à travers l'usage de la savonnerie comme de banque de quartier. Donc, les pauvres pouvaient déposer leur argent. Donc, certains auteurs disent qu'en fait, non, c'était des usuriers, quoi, mais bon, voilà. Également, ça renvoie aussi, l'usage du savon renvoie aussi au fonctionnement des hammams de la vieille ville, qui aujourd'hui sont tombés en relative désuétude. Il n'y a plus grand monde qui va au hammam, à la différence d'autres villes du monde arabe. Et donc ces représentations sont portées par les habitants de la ville, donc parmi les plus âgés généralement, mais se retrouvent également dans les écrits d'histoire locale et dans les mémoires et dans les autobiographies, qui comportent tous en fait un petit passage obligé sur la principale industrie locale. Voilà, donc comme il nous reste très peu de temps, je vais, en quelques mots, je vais parler juste de la sociabilité et de la diwania, puisque je voulais en fait parler un petit peu du fait que mes observations à la savonnerie Tourkane, ça m'avait aussi permis de m'intéresser, on va dire, aux reformulations actuelles d'une certaine sociabilité citadine à travers l'observation donc, de cette séance au bureau savonnerie du directeur de la savonnerie. Et parce que ces habitués, en fait, appartenaient tous à une notabilité locale ancrée dans une ancienneté d'appartenance à Naplouse. Et en fait, j'ai observé ces réunions un peu en considérant qu'elles étaient héritées, en fait, que les pratiques qui s'y déployaient étaient très largement héritées des codes de nombreuses salles de réception dans l'Orient arabe et qui possèdent de multiples noms, donc les diwan, madafa, majlis, mafraj, etc., et sur lesquels il existe une littérature assez importante. Et donc, s'y ajoutait aussi une sorte de topic de la sociabilité traditionnelle à Naplouse, avec un certain usage des plaisanteries, des ragots, de la caricature, ainsi que de différenciation atypique de certaines villes. Et Naplouse n'y fait pas exception entre les citadins et les villageois, bien sûr. Mais ce qui m'a paru également important, et puis je crois que je vais arrêter là-dessus, bon, je parlerai des ouvriers une autre fois, ce qui m'a paru également important, c'était que à travers ces discussions, en fait, les membres de ce petit cercle, donc s'ils s'affirmaient explicitement comme des notables citadins, cette fierté citadine qu'ils revendiquaient, en fait, n'était pas exempte d'une certaine autodérision par rapport à une place marginale, en fait, qu'ils avaient conscience d'occuper dans l'économie actuelle des affaires familiales, puisqu'en fait, ces notables, ils appartiennent à une ancienne génération d'hommes d'affaires, donc ces familles Tourkane, Masri, Chaka, etc.,
Mais cette génération se trouve aujourd'hui, on va dire, un peu marginalisée face à l'émergence d'une nouvelle élite palestinienne transnationale, dont les représentants à Naplouse sont par exemple des gens comme Sabih El-Masri, Mounib El-Masri. Donc là, il y a une photo en fait de... Oui, ça c'est encore des savons. Voilà. Mounib El-Masri, donc, qui passe encore de temps en temps à Naplouse et qui possède donc cette magnifique villa située sur le mont Garizim à côté du village des Samaritains et auquel Le Monde 2 par exemple avait consacré un assez long article. Et donc, donc les membres de cette élite palestinienne transnationale, en tout cas ceux qui sont issus de Naplouse, en fait, appartiennent tous à des anciennes familles de savonniers, et ils conservent en fait un ancrage local dans cette ville, même si donc de ce genre-là, avec des palais comme ça, même s'ils n'y viennent plus que très régulièrement. Et en quelque sorte, la sociabilité de ces séances dans les savonneries mettait également en scène, quelque part, la conscience que ces notables citadins avaient de représenter, en tout cas c'est comme ça qu'ils le formulaient, on peut en discuter, un peu la fin d'une certaine époque. Voilà, merci. On a juste quelques minutes pour des questions, si la salle en a. Merci à vous tous là. J'ai beaucoup été intéressée par la diversité finalement. On n'a pas du tout eu des récits de ville, semblables. Je voudrais demander à Franck, moi en t'écoutant, j'ai pensé tout le temps à Alexandrie. Parce que c'est Alexandrie qui a l'équivalent de ce que tu as présenté sur Aden. J'étais très agréablement surprise, mais en même temps, je pensais tout le temps à tous les romans qui ont été écrits sur Alexandrie. Or, tu n'as pas fait du tout allusion. Pourtant, c'était vraiment là en filigrane. Hein. Voilà, non. C'est ce que je voulais dire. Et votre livre sur Utopia, vous m'avez surtout donné envie de le lire. Mais... Non, mais par contre, j'ai pas bien vu ce que vous avez voulu dire en comparant avec la vraie, quoi, la révolution de Tahrir et compagnie. Là, j'ai pas vu comment se faisait le lien. Est-ce que c'est seulement avec les réminiscences que vous avez évoquées de la Révolution française, etc., ou est-ce qu'il y a autre chose? Bon, on n'a pas le temps de tout, mais je ne veux pas accaparer la parole non plus. Hein. Merci à vous quatre, en tout cas. Juste deux mots sur le lien avec la Révolution. En fait, je voulais d'abord, puisque le roman a été présenté a posteriori comme un roman visionnaire, je me suis dit finalement, la Révolution qu'il annonce, ce n'est pas exactement celle qui s'est passée. Donc c'était pour montrer ce décalage. Ça, c'est le premier point. Donc c'est pas ce qu'il lui a imaginé, même si bon... le deuxième point, c'est que moi, ce qui m'intéressait, encore une fois, je ne suis pas prof de littérature, je suis géographe. Moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'il parle de cet espace, et en fait, cet espace de la gated community, en fait, il en fait un modèle. Et il a fait le modèle, et il en fait l'expression d'une société extrêmement clivée. En fait, c'est ça qui veut dire. Et je trouvais intéressant, en fait, d'opposer. On a un modèle spatial qui décrit très bien. Enfin, même si encore une fois, finalement, l'espace, c'est pas non plus, il n'y a pas énormément de description de la ville, etc. Hein, c'est un roman d'action, assez violent, etc. Mais il n'y a pas vraiment de, l'espace est brossé de façon très rapide. Donc c'est pas quelqu'un qui va faire des très longues descriptions. Mais ce qui m'intéressait, c'est que malgré tout, là, on a un modèle spatial. Et il me semblait que ce modèle spatial était en complète opposition avec aussi un modèle ou une mythologie spatiale, qui est la mythologie spatiale produite par la place Tahrir. En fait, ce que je voulais faire, c'était les opposer. Sauf que ce que j'essaie de dire à la fin, c'est que pendant un moment donné, si vous voulez, l'utopie spatiale de Tahrir a pris le dessus sur l'utopie, ou la dystopie d'Utopia plutôt, et que la situation actuelle penche plutôt vers la dystopie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'était juste ça. Mais comme je suis allée vite, peut-être que je n'ai pas été assez claire. Juste pour dire, effectivement, Alexandrie, ça produit une littérature immense. Ce qui serait intéressant, c'est justement de voir... alors pas la comparaison entre Aden et Alexandrie, parce qu'on est dans un autre type de cosmopolitisme, hein, mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir, en fait, c'est tout récent.
sur Aden, qui est cette littérature, parce que là je parle de quelques romans seulement, hein, et qui ont été publiés seulement depuis les années 2000. Et donc ça c'est important déjà comme phénomène. Et deuxièmement, mais j'ai pas eu le temps d'en parler, c'est aussi le fait qu'aujourd'hui on a au Yémen, dans les provinces sud du Yémen et autour d'Aden, justement un mouvement indépendantiste qui essaye qui en fait revoit l'histoire, et même pour certains de ces mouvements, ils nient même toute identité avec le Yémen. Donc vous savez qu'en 63, il y a eu la création, 62-63, la création par les Britanniques de la Fédération d'Arabie du Sud, qui a rejoint Aden en 63, parce que il y avait 25 cheikhs et émirats dans le sud. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens du sud, hein, j'ose plus dire yéménites parce que je vais me faire gronder par certains, qui disent mais nous ne sommes plus yéménites, nous ne sommes pas yéménites, nous sommes des Arabes du sud. Donc ils disent Janoub, ils ne disent pas Ganoub d'ailleurs, ils ne disent pas yéméni, hein, pour certains, hein. Pour d'autres effectivement c'est différent, ils se disent yéménites du sud, puis pour d'autres ils sont pour l'unité. Donc c'est vrai que ce mouvement indépendantiste, ce mouvement ou en tout cas séparatiste ou autonomiste, a joué aussi dans ce retour d'Aden comme finalement une ville qui représente une espèce d'idéal politique, mais ancré dans le passé, avec ce pluralisme. Donc c'est ça où là aussi on peut faire effectivement des comparaisons avec Alexandrie. Exactement. Ouais. Une autre question? Alors, non, on arrête. Bon, je vous remercie beaucoup. Je remercie les intervenants, Franck Mermier pour l'organisation de cette table ronde. J'avais des questions moi aussi à poser, mais ça viendra après au café. Merci à tout le monde. Au revoir.